Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est toujours un peu bizarre de parler et de ne pas avoir de retour. Euh, alors, je vous remercie déjà d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que la journée a été longue, donc je vais essayer d'être bref et assez clair. Donc l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats du baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments produit par l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc peut-être un petit mot sur l'OID avant. Donc l'Observatoire de l'immobilier durable, on est une association loi 1901 qui existe depuis 2012 et dont le but est d'accélérer la prise en compte des enjeux environnementaux pour le secteur de l'immobilier. Donc on est composé, enfin on est une association d'entreprises, donc on compte aujourd'hui à peu près 150 membres représentant toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et on produit, pour accompagner ces acteurs, de nombreuses études, des outils, des décryptages, dont le baromètre, qui est le sujet d'aujourd'hui. Super, ça a été mis à jour. Alors, donc, je rappelle, donc, en guise d'introduction, je donnerai un peu de contexte sur le baromètre, puis quelques éléments de contexte généraux sur l'étude. Avant de passer à la présentation des résultats à proprement parler, avec un focus sur quelques typologies, enfin quelques catégories de bâtiments que vous voyez listés ici, et les messages clés à retenir de cette étude 2024 en guise de conclusion. Alors, pour vous situer le baromètre, donc c'est une étude annuelle qui est produite depuis 2012 par l'OID, donc c'est-à-dire depuis sa création. Donc ça fait la 13e édition, si mes calculs sont bons. Dont l'objectif est de dresser un état des lieux, enfin donner un panorama de la performance énergétique et environnementale du parc de bâtiments français. On a quelques indicateurs sur l'Europe aussi, mais aujourd'hui on se concentrera sur la France. Indicateurs relatifs à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 associées à ces consommations, consommation d'eau et production de déchets. Et voilà, une des particularités de ce baromètre, c'est qu'il est basé sur des données de consommation réelles qui nous sont remontées par nos collaborateurs, par des membres de l'association ou d'autres sociétés, des acteurs de l'immobilier, donc foncières, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés immobilières cotées, etc. Que eux consolident en interne et qui nous transmettent ensuite. Cette étude est basée sur une méthodologie qui est transparente et alignée avec la réglementation, en particulier avec le décret tertiaire. La méthodologie est d'ailleurs disponible en open source. Donc, la réalisation de ce baromètre suit un cycle annuel de la collecte des données en passant par la fiabilisation, l'audit qui est réalisé par un cabinet indépendant et la publication et enfin l'envoi de rapports de benchmark à tous les contributeurs au baromètre. Donc chaque contributeur reçoit son rapport personnalisé qui permet de comparer les bâtiments de son parc à l'existant. Le tout avec une seule méthodologie. Donc voilà quelques en guise un peu de fin d'introduction, les chiffres clés de l'étude 2024 qui portent sur les consommations 2023 et antérieures. Donc elle représente aujourd'hui la base de données sur laquelle est basée cette étude représente un peu plus de 110 millions de mètres carrés. Donc ça c'est les chiffres pour toute la base, donc en fait 90% c'est en France. Donc ça représente un peu plus de 30 000 bâtiments et en 2024 toujours on a eu 52 sociétés qui se sont mobilisées pour nous transmettre leurs données. Donc c'est 15 de plus que l'année dernière et ça a contribué à considérablement étoffer les résultats qu'on a produits cette année. Et donc, si on regarde l'évolution macro des consommations, donc ici, consommation finale corrigée du climat, en fait, je pointe, mais on voit rien sur l'écran. Ouais. On a eu une nette baisse des consommations cette année, donc beaucoup plus marquée pour le tertiaire que pour le résidentiel. Donc ça, on pourra regarder un peu en détail après. Et en fait, même si vous regardez les consommations réelles, elles ont évolué à peu près du même facteur, puisque les climats de 2022 et 2023 ont été comparables. Et du coup, on retrouve naturellement cette baisse sur les émissions de gaz à effet de serre, qui ont baissé d'un même facteur cette année. Et alors, avant de vous détailler les résultats catégorie par catégorie de bâtiments, je voulais faire un petit détour pour vous redonner un peu le contexte, qu'à mon avis vous connaissez bien, dans lequel se sont produites ces baisses, à commencer par le contexte réglementaire. Donc je pense que ça, c'est une surprise pour personne, mais la France s'est dotée d'un arsenal réglementaire assez touffu. Et outre les réglementations qui encadrent la construction neuve, donc RE 2020 et la RT bâtiment existant, on a aussi de nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur et qui concernent plus spécifiquement le logement, donc la restriction à la location des passoires énergétiques.
qui rentre en vigueur en janvier, l'obligation de réaliser un DPE collectif pour les immeubles d'habitation collectif, qui va concerner un nombre croissant de bâtiments au fil des ans. Et sur la partie tertiaire, enfin sur le segment tertiaire, on a bien sûr le décret tertiaire qui est agrémenté, on va dire, du décret Bax. Et récemment aussi est entrée en vigueur l'obligation de solarisation, ou de végétalisation d'ailleurs, des toitures et parkings. Et pour encadrer, disons, les flux financiers, on a un texte européen qui s'appelle la taxinomie européenne, qui donne des critères permettant de classer les bâtiments en fonction de leur alignement ou non avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour la partie réglementaire. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi un contexte économique et notamment un signal prix de plus en plus fort sur l'énergie ces dernières années. Donc là, ce qui est représenté ici, à gauche, vous avez le prix du mégawattheure payé par les ménages depuis 2010 par rapport à la période 2010-2019, donc électricité et gaz seulement. Et à droite, par les entreprises. Donc la ligne pointillée, le 1 là que vous voyez, c'est simplement la moyenne du prix entre 2010 et 2019. Et en fait, ce qu'on voit avec une surprise pour personne, c'est que les prix de l'électricité et du gaz, enfin les prix de l'énergie, en fait, tout compté, ont pris 50% sur les 3 dernières années pour les ménages, alors que pour les entreprises, c'est plutôt un facteur 2 à 2,5. Donc c'est évident que ces prix-là, enfin que l'explosion des prix a eu un impact significatif sur les consommations et ils peuvent expliquer pas mal des évolutions qu'on va voir après. Donc avec ces éléments de contexte en tête, on peut passer à la présentation des résultats proprement parlés du baromètre. Donc ici, vous avez les indicateurs principaux, les indicateurs clés qui sont produits par le baromètre, donc qui sont relatifs aux consommations réelles des bâtiments en 2023. Donc vous avez l'énergie finale à gauche, donc c'est des ratios de consommation par unité de surface, donc en kWh par mètre carré ou en kg de CO2 par mètre carré. Sur les typologies de bâtiments sur lesquels on a pu collecter suffisamment de données pour pouvoir produire des indicateurs fiables. Donc santé qui regroupe à la fois les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, donc ça inclut les EHPAD, hôtels, centres commerciaux, résidentiels, collectifs uniquement ici. Il n'y a pas de maisons individuelles, c'est les immeubles d'habitation collectifs. Bureaux évidemment, et nouveauté de cette année, les entrepôts logistiques. Bon, donc ça permet de fournir un peu un état des lieux de où se situe en moyenne le parc de bâtiments. Donc ça donne, disons, la consommation d'un bâtiment moyen du parc. Mais plus intéressant que cette moyenne sur une année, on a pu retracer sur la base des données dont on dispose l'évolution de la consommation finale, donc ici à climat constant, donc jusqu'à 2018. En fait, pour les bureaux, ça va même jusqu'à 2010. Donc à climat et à périmètre constant. Et en fait, ce qu'on voit cette année, c'est que c'est assez remarquable, c'est que toutes les catégories de bâtiments dont on suit les consommations affichent une nette baisse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus importante pour les catégories tertiaires que pour le résidentiel. Et ça, ça contraste beaucoup avec ce qu'on voyait l'année dernière, où on avait une reprise d'activité post-Covid qui finalement s'était traduite par une augmentation des consommations, encore plus marquée pour les activités impactées par le Covid, typiquement les hôtels et la santé. Entendu que cette année, la baisse est nette en fait. Et je rappelle que là, on est à climat constant, hein, donc c'est pas une baisse qui est conjoncturelle, qui est due simplement à un hiver plus doux. Et comme il n'y a pas que l'énergie dans la vie, on suit également les consommations d'eau et la production de déchets. Alors malheureusement pour celles-là, les données sont beaucoup plus parcellaires pour la simple bonne raison qu'elles sont beaucoup moins consolidées par les acteurs et c'est des données qui sont moins suivies que l'énergie, qui est quand même un sujet sur lequel le secteur est beaucoup plus mature. Donc vous avez à gauche le ratio de consommation d'eau, donc c'est du mètre cube par mètre carré par an, et puis à droite la production de déchets. Donc là c'est beaucoup plus difficile de dégager des tendances, mais ça permet quand même de donner à peu près des ordres de grandeur de ce que consomme en eau un mètre carré typique d'une catégorie donnée. Et typiquement vous avez en gros deux catégories qui se dégagent. Vous avez en haut les bâtiments qui hébergent des personnes de manière continue, donc hôtels, résidentiels et santé. Et santé d'ailleurs ici c'est essentiellement des EHPAD dans cet échantillon. Et en bas les autres. Et en fait il y a à peu près un facteur 3 en fonction de si vous hébergez des personnes en continu. Des gens qui prennent des douches quoi, basiquement. Voilà. Et pour les déchets, donc les données sont encore plus parcellaires parce que les seules données qui nous sont montées sont celles
des acteurs qui ont recours à un service d'enlèvement privé, simplement parce que c'est facturé au poids. Donc ils le suivent de très près, le poids des déchets qu'ils produisent. Voilà. Et quand je disais qu'il n'y avait pas de tendance, en fait, c'est pas totalement vrai, parce que si vous regardez les bureaux, là par exemple, vous voyez que vous avez en gros c'est tout plat jusqu'à 2019, puis paf, ça décroche, et puis après c'est tout plat jusqu'en 2023. Et en fait, ce qu'on voit, c'est précisément l'effet du Covid et de la mise en place du télétravail. Moins de gens dans les bureaux à partir de 2020, ça fait des consommations d'eau mécaniquement plus faibles. Voilà, donc après, on peut passer au focus. Donc il y en aura 4 en tout, à commencer par les bureaux. Donc les bâtiments de bureaux, c'est ceux sur lesquels historiquement on a le plus de données. On a des données qui remontent jusqu'à 2010. Et on est capable de retracer sur un périmètre stable les consommations de notre bâtiment, enfin des consommations moyennes comme ça sur les 13 dernières années. Donc ce que vous voyez en bleu, je ne sais pas si les couleurs elles ressortent très bien. Ce que vous avez en bleu là, c'est toujours la consommation de mon bâtiment moyen, donc c'est de l'énergie finale, le ratio en kWh par mètre carré. Et puis la zone bleue qui est autour, en bleu ciel, c'est l'écart interquartile. Donc ça représente, en gros, ça contient 50% des bâtiments de l'échantillon. Donc, autrement dit, vous en avez 25 qui sont au-dessus, puis 25% qui sont en dessous. Et en noir, c'est cette même consommation du bâtiment moyen, mais à climat constant, enfin ajusté, corrigé du climat. Donc quand la noire est au-dessus de la bleue, ça veut simplement dire que l'hiver a été plus doux que la moyenne, ou dit autrement, si l'hiver avait été le même que le climat moyen des 30 dernières années, la consommation aurait été supérieure à ce qu'elle a réellement été. Bon, et ça permet de voir deux choses intéressantes. C'est d'une part la baisse qu'on observait entre 2021 et 2022. En fait, elle était totalement due au fait que l'hiver de 2022 était plus doux. Et en réalité, à climat constant, on voit plutôt que la consommation a stagné, voire légèrement augmenté. Et en 2023, en revanche, la baisse est assez nette, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, que ce soit à climat constant ou en consommation réelle. Et la question qu'on s'est posée en regardant cette évolution, parce qu'on a des données qui remontent assez loin, c'est de se dire est-ce que ça suffit, est-ce que ça baisse assez vite? Et pour ça, on a comparé, on a comparé la baisse qu'on observe aux objectifs du décret tertiaire. Donc là, ce que vous avez, c'est plus la consommation d'un bâtiment moyen, mais c'est la consommation de tout le parc de bureaux qu'on suit, qui représente à peu près 11 millions de mètres carrés. Donc c'est des données réelles ici. On a les consommations de chaque année. Et on le suit donc sur un périmètre constant et ajusté des variations climatiques, donc à climat constant. Et comme on ne suit plus juste un bâtiment, ici on a pris comme référence la moyenne qu'on observe sur 2010-2019. Donc oui, parce que le décret tertiaire il nous impose, enfin le décret tertiaire nous dit que les consommations doivent diminuer de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040, 60% en 2050, par rapport à une année choisie entre 2010 et 2019. Mais comme là on suit le parc dans son ensemble, on a juste pris la moyenne 2010-2019 comme référence. Voilà pour la petite aparté technique, mais c'est évident qu'en fonction de là où vous mettez la référence, vous n'allez pas avoir le même pourcentage de baisse. Mais voilà, ce qu'on observe, c'est qu'en fait aujourd'hui, en 2023 plutôt, on a parcouru à peu près la moitié du chemin, si on peut le voir comme ça, à peu près 20% sur les 40 requis pour 2030. Et si on extrapole ça et qu'on poursuit ce qu'on observe depuis sur les 13 dernières années, donc lycée, en fait, ça correspond à peu près à 2% par an, on voit qu'on atterrit alors un peu au-dessus, mais quand même assez proche des objectifs fixés par le décret, qui sont quand même super ambitieux. Donc c'est quand même un constat assez encourageant. Parce que si j'avais été là il y a un an et qu'on avait fait le même exercice, en fait, on tombait carrément au-dessus de cet objectif-là. Ce qui est une autre manière de dire qu'en fait, là, c'est vraiment la baisse de cette année qui permet de s'approcher de ces objectifs. Voilà, donc là, maintenant, cette courbe-là, elle dit pas toute l'histoire. Elle dit pas toute l'histoire. Il y a et notamment, elle montre pas l'effet du télétravail, qui est aussi quelque chose qu'on a pu mesurer cette année sur un échantillon un peu plus restreint. Donc là, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a 2 millions de mètres carrés. Donc c'est un petit cinquième en gros de l'échantillon qu'on suit. Et ce qu'on a pu suivre cette année, c'est encore la consommation de ce parc à climat constant et à périmètre constant. Et on dispose pour cet échantillon des consommations bien sûr
du taux de vacances, donc on sait quelle partie des surfaces sont inoccupées. Et on dispose aussi du nombre d'occupants moyens sur l'année. Donc combien de personnes occupent ces surfaces en moyenne sur l'année. Et donc ce qu'on a regardé, c'est on fait démarrer les deux courbes à 100 et on a tracé d'une part la consommation par mètre carré de surface occupée, en noir, et en bleu, c'est la consommation par occupant de ces surfaces occupées. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, jusqu'en 2020, bah, ça se suit. Et puis en 2021, vous avez la consommation par mètre carré qui décroche, alors que celle par occupant stagne à peu près. Et en fait, ce que vous voyez, c'est précisément l'effet du télétravail. Ça veut dire qu'en fait, là, la consommation n'a pas bougé, prise par occupant, alors que par mètre carré, elle a diminué. Ça veut simplement dire que sur les surfaces sur lesquelles il y a des occupants et des gens qui travaillent, il y en a moins qu'avant. Et en fait, sur cet échantillon qu'on suit, qui est quand même assez grand, bah en fait, les deux courbes ne se rejoignent pas. On s'attendrait à ça si l'effet retour au bureau avait été important, enfin, si tout le monde était revenu au bureau. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas négligeable, hein, parce que si on regarde sur les 5 dernières années, la conso des bureaux a baissé de 24%, là, vous voyez, vous passez de 100 à 76. Alors que si on regarde la consommation réelle par personne dans ces bureaux, elle a baissé entre guillemets que de 18%. Donc voilà, ça raconte pas toute l'histoire, c'est pas le seul facteur explicatif, mais c'est sûr que ça contribue énormément à diminuer la conso des bureaux, et ça pose aussi la question du choix du bon indicateur de performance, puisque en fait, si on suit juste la conso par mètre carré, on peut vider les bureaux et ça permet d'atteindre les objectifs assez facilement. Et voilà, et ça c'est en lien avec le deuxième focus du coup, qui est un peu le pendant du bureau, c'est le résidentiel. Sur le résidentiel, donc toujours pareil, cette courbe c'est le même format que la précédente. Bon, ici on a des données qui remontent un peu moins loin. Vous voyez l'effet inverse. En 2020, ce qu'on voit, c'est qu'on a un pic de conso corrigé du climat à la courbe noire, là, qui correspond simplement au confinement. Les gens passaient plus de temps chez eux, donc ça engendre des consommations supplémentaires. Puis ça redescend un peu, puis ça se stabilise. Et en fait, ce qu'on observe sur les 5 dernières années, c'est que la baisse est quand même assez minime. Je crois que là, ça doit faire du 5%, quelque chose comme ça. Et que ça a comparé au 18 du bureau. Alors même si j'enlève l'effet du télétravail, la baisse était 3 fois plus importante dans le bureau que dans le résidentiel. Donc il y a à l'évidence ici des leviers à actionner dans le résidentiel pour baisser ses consommations. Et un secteur assez connexe au résidentiel, c'est les hôtels, donc troisième focus. Puisque finalement, l'avantage des hôtels, c'est que c'est un peu comme du résidentiel, mais on dispose d'une classification qui est très normée, avec le nombre d'étoiles. Donc ça permet déjà de segmenter le marché assez facilement. Et puis on dispose d'indicateurs de présence, de macroéconomiques, même physiques, sur l'occupation. C'est ce que vous avez à gauche là. Ici, vous avez le nombre de nuitées dans les hôtels, enregistrés en France. Donc ça, c'est les chiffres de l'INSEE sur toute la France. Donc c'est en millions de nuitées. Et puis à gauche, vous avez la consommation d'énergie finale, avec en noir celle corrigée du climat et en vert la conso réelle. Et on voit clairement l'effet du Covid. Ça a été divisé par 2 entre 2019 et 2020, le nombre de clients dans les hôtels. Puis après, ça remonte un peu en 2021, puis hop, on retrouve le niveau de 2023. Et du coup, sur ces hôtels, assez naturellement, on voit qu'entre 2021 et 2022, les consommations augmentent, 2 fois plus de clients, forcément ça engendre des consommations supplémentaires. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que vous voyez à la fin. En fait, vous voyez que sur la dernière année, entre 2022 et 2023, la consommation des hôtels a baissé, et même assez significativement, alors même que le nombre de nuitées a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a eu à la fois plus de clients et moins de consommation. Donc ça, c'est une évolution qui est super encourageante. C'est typiquement le genre de choses qu'on veut voir se produire, en fait, un genre de découplage entre comme ça l'activité, si on peut parler ainsi, entre l'activité économique et la consommation d'énergie du bâtiment. Et on peut aller même un cran plus loin avec ces hôtels, toujours parce qu'on dispose d'une classification qui est en fait toute faite et qui est donnée, et à laquelle tous les hôtels doivent se conformer, qui est simplement le nombre d'étoiles. Donc là, vous avez la référence, c'est tous les hôtels, puis 1 étoile, c'est les hôtels économiques, 2-3 étoiles, milieu de gamme, et 4 et plus, les hôtels dits haut de gamme. Et ce qu'on a regardé là, c'est que vous avez votre consommation d'énergie finale, donc en kilowattheure par mètre carré, et la consommation ici par chambre de l'hôtel, donc grosso modo par client, en fait, par personne.
Et alors, ce qui est assez intéressant et qu'en fait on note depuis plusieurs années, c'est que au premier abord, on a l'impression que les hôtels une étoile consomment économiques plutôt consomment plus que les hôtels milieu de gamme. Et en fait, ça tient simplement au fait que il y a beaucoup d'équipements qui sont mutualisés. Vous avez des sanitaires communs dans les hôtels économiques typiquement. Donc prix par mètre carré, la consommation est supplémentaire. Et en fait, quand vous regardez par chambre, on retrouve assez logiquement le fait que plus l'hôtel est luxueux, plus la consommation par chambre, donc c'est-à-dire par personne, augmente. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années, mais en fait, plus intéressant, et c'est pas juste le point, enfin la moyenne, donc la conso de mon hôtel moyen, mais c'est plutôt la dispersion que vous avez autour là, qui contient 50% des bâtiments. En fait, ce que vous voyez, c'est que plus l'hôtel devient luxueux, plus la gamme, en gros, plus la marge de manœuvre sur laquelle vos consommations peuvent varier est élevée. Et ça veut dire que plus l'hôtel est luxueux, plus il a de marge de manœuvre finalement pour piloter ses consos et pour les réduire. Et en fait, c'est exactement ce qu'on observe en termes de baisse à droite. Vous voyez qu'en fait, plus l'hôtel est luxueux, plus la baisse observée cette année, enfin en 2023, a été importante. Ce qui montre qu'il y a des gisements d'économie d'énergie qui sont à l'évidence plus importants pour les hôtels les plus de standing le plus élevé. Et alors, rapidement, je vais passer à au dernier focus qui concerne les bâtiments de santé. Alors là, on a une situation un peu plus délicate à analyser pour la simple bonne raison que que les bâtiments de santé, il y a un peu à boire et à manger. Il y a un peu de tout en fait dans la santé, parce que vous avez à la fois des hôpitaux avec médecine, chirurgie obstétrique, vous avez des hôpitaux psychiatriques, des centres de rééducation, des EHPAD, des établissements médico-sociaux. Bref, donc c'est super dur à analyser. On peut quand même regarder, l'évolution globale, sachant que c'est la catégorie tertiaire qui occupe le premier poste de consommation en France, devant l'enseignement et le bureau. Et donc ce qu'on voit, c'est que... Ouais, donc là vous l'avez, pour les hôpitaux et les cliniques, et puis pour les EHPAD. Et en fait, ce qu'on voit cette année, un peu comme pour les hôtels, fortement impactés par la crise sanitaire, les consommations ont rebondi l'année dernière, bon, genre il y a toujours un climat constant. Et puis elles sont infléchies cette année. Et comme dans le cas des hôtels, là, on a alors c'est peut-être un peu tôt pour parler de découplage, mais en tout cas, on a eu une baisse des consommations cette année, alors même que le niveau d'activité s'est maintenu. Donc en fait, il y a eu autant de personnes dans les EHPAD, par exemple, entre 2023 et 2022. Le taux d'occupation des EHPAD a été le même, mais malgré ça, on a eu une baisse des consos. Et dans les hôpitaux, c'est même encore plus important, puisque vous avez une baisse des consommations, à climat constant toujours. Mais les hôpitaux ont enregistré plus de patients et plus de séjours d'hospitalisation et des séjours plus longs. Donc là, à l'évidence, il y a au moins est-ce que c'est un début d'inflexion, on ne sait pas, mais il y a au moins des pistes assez encourageantes. Il y a au moins une évolution qui est assez encourageante sur ce segment-là. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé, donc ça m'amène à la conclusion. Rapidement, les 4 points clés, finalement, on a vu que en 2023, la baisse des consommations a été vraiment nette, et pour toutes les catégories de bâtiments étudiés, donc aussi bien tertiaire que résidentiel, même si ça a beaucoup plus baissé pour le tertiaire que le rési. Peut-être simplement parce que les prix ont beaucoup plus augmenté pour les entreprises que pour les ménages. Sur les bureaux plus spécifiquement, on a vu que les objectifs fixés par le décret étaient a priori atteignables à condition que les efforts engagés se poursuivent. On a vu également qu'une partie de l'occupation réelle, une partie de l'explication de cette baisse, c'était simplement la moindre occupation des bureaux. Et enfin, 2 évolutions encourageantes avec des débuts d'inflexion peut-être pour les hôtels et les établissements de santé. Voilà, donc en 5 secondes, juste avant de vous passer le micro, je tenais à remercier l'ensemble des contributeurs, donc de toutes les sociétés qui nous ont transmis leurs données cette année. Et puis ça, c'est que ceux de 2024, il y en a d'autres avant, sans qui on ne pourrait pas produire tous ces chiffres et toutes ces analyses. Donc un grand merci à eux. Et enfin, vous pourrez retrouver tout ce que j'ai présenté et bien d'autres études dans le baromètre. Donc il y a notamment toute une partie sur les centres commerciaux et la logistique que j'ai pas eu le temps de détailler, mais que vous pourrez retrouver ici. Et si vous scannez le QR code ici, vous pourrez télécharger le baromètre. Et on est au stand 44 ? 44, voilà, si vous voulez venir nous voir après. Merci.
a-t-il des questions? Ouais. J'avais juste une question sur les consommations. C'est les consommations élec et chauffage, c'est ça? C'est la consommation totale du bâtiment. C'est la Total du consommation bâtiment. totale. Ouais. D'accord. Donc quand vous corrigez en fonction de la variation climatique, vous corrigez toutes les Ah, pardon. consommations. Alors sur la correction climatique, enfin, on corrige, on a une correction climatique sur le chaud et sur le froid. Donc D'accord. Ok. on corrige la consommation d'élec, enfin de Ouais. froid pour le froid et de chauffage pour le chaud. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Oui. Devant le Bonjour. micro. Ouais, Ah non, j'ai pardon. juste une petite question très Ouais. rapide. Là, du coup, il y a Opérat effectivement qui va quand même produire, qui va recenser pas mal de données de consommation. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet, un lien OID, Opérat ou pas du tout? Très bonne question. Oui, il y a tout à fait un lien. En fait, Opérat est en train de monter en puissance en ce moment, enfin en compétence, sur la fiabilisation des données notamment. Donc, pour l'instant, nous, on n'extrait pas on n'utilise pas les données d'Opérat. C'est des données qui nous sont montées indépendamment, même si les gens qui le déclarent sur Opérat déclarent les mêmes données. Mais c'est sûr qu'à terme, Opérat produira ses propres chiffres. Et d'ailleurs, il y a déjà une étude qui est sortie cette année, en juin, qu'on a aidé à construire. Enfin, on a aidé à construire la méthodologie qui est disponible sur le site de l'ADEME, il me semble, qui regarde les consommations 2022-2023. Donc il y a des synergies et pour l'instant, les deux évoluent de concert. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous prenez en compte s'il n'y a jamais des productions d'énergie sur site? Est-ce que vous les déduisez Ouais. des consommations que nous? Ok. Enfin, on les déduit, on demande aux gens qui nous renseignent les données de déduire la partie autoconsommée. Ok, merci. Donc en principe, c'est pris en compte. Mais après, je peux aller vérifier chaque ligne. Ça marche, merci. Si y avait un ou plusieurs leviers à activer pour atteindre les objectifs du décret, ce serait quoi les principaux vu le contexte actuel et les dynamiques? Sobriété énergétique et foncière. Intensifier l'usage et agir sur les comportements. C'est vague, hein, je sais. Ouais. Et parce que du coup, c'est la santé qui ressortait comme un des... Enfin, sur la partie tertiaire, par exemple, c'est la santé. Est-ce qu'on peut vraiment attendre ça de la santé? Ou est-ce que du coup, il faudrait mettre les efforts sur d'autres parties? Ou est-ce que c'est le résidentiel, du coup, qui devrait faire les efforts parce que c'est là qu'il y a une marge de manœuvre, on va dire, et qu'on peut pas attendre... Enfin, ouais, comment est-ce que Mais comment doivent vous être répartis les efforts? orienterez les efforts, ouais. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus dans d'autres travaux de l'OID? Alors moi je travaille pas au ministère, mais je sais qu'il y a des gens au ministère qui doivent se pencher très fort là-dessus. En tout cas, c'est sûr que pour la partie tertiaire, en fait, les objectifs, si vous regardez les objectifs fixés par le décret tertiaire pour les catégories de santé, ils prennent en principe ça en compte. Donc on peut évidemment pas attendre les mêmes efforts d'un EHPAD que d'une tour à la défense, quoi. C'est évident. Après, de combien il faut regarder en détail ce que nous dit la réglementation, et notamment le décret tertiaire, et voir si, sans que les résidents d'EHPAD meurent de froid l'hiver, on peut atteindre les objectifs, quoi. Mais j'ai pas de réponse toute faite là pour ça. Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation, Roméo. Petite interrogation sur 2025. Est-ce que ce sera le grand retour du benchmark commerce? Ça dépend du nombre de contributeurs qui se motivent. On a beaucoup de données sur les commerces alimentaires, mais antérieures à 2018 ou 2019, si je dis pas de bêtises.
Donc là, ce qu'on produit, c'est des chiffres sur les centres commerciaux, mais comme c'est principalement des propriétaires qui nous fournissent leurs données, en fait, on n'a souvent pas accès aux consommations des boutiques, qui sont des secrets jalousement gardés par les locataires, par les gérants de boutiques. Mais en tout cas, oui, idéalement, on aimerait avoir les consommations des typiquement grandes surfaces alimentaires, commerce alimentaire et spécialisé, qui est un gros morceau de la conso du tertiaire en France, quoi.